Allez, on y va! La Silicon Valley est une sorte de micronation, avec ses rois, ses lois et son histoire. Comment fonctionne-t-elle? Qui la gouverne? Quel est son avenir? Pour explorer ce territoire, on a fait appel à Luc Julia. Ce Français habite depuis 30 ans dans la vallée. C'est ici qu'il a co-créé Siri, la voix d'Apple historique. Siri, c'est une histoire similaire à des centaines d'autres, celle d'une start-up rachetée par un géant de la vallée. Price is confidential. The rumor is about 200 million. Une offre faite par des géants auxquels rien ne semble résister. Vraiment? Bienvenue dans la Silicon fucking Valley. Pour commencer à parler des géants de la vallée, Luc nous amène chez un des Français les plus importants de l'histoire d'Apple. J'ai cru comprendre que vous aviez pas le même tempérament. Non. Bon, lui, il fume des trucs. Non, chut, faut pas dire ça. Voici Jean-Louis Gasset. Et voilà! Bonjour! En 1981, il a lancé la filiale d'Apple en France. Et ça a tellement bien marché que 5 ans plus tard, il a déménagé dans la Silicon Valley. Ah ouais, c'est grand. Et c'est ici qu'il a dirigé la R&D d'Apple, la division recherche et développement, pendant 5 ans. Sur cette présentation de 1989, il est en train d'assembler un Macintosh en direct. C'est juste collector. Et dès qu'il est arrivé au siège d'Apple en 1985, il a pris une mesure radicale. À l'époque, chez Apple, quand je suis arrivé, les ingénieurs pouvaient se faire masser à leur poste de travail. Et j'ai mis fin à ça. Vous avez mis fin au massage? C'est ça? Ça n'a pas duré. Il a également assisté à la déchéance de Steve Jobs. J'ai bien connu Steve Jobs avant qu'il se fasse éjecter, et je continue de penser qu'une des meilleures choses qui lui soit arrivée, c'est de se faire virer. Même s'il ne le dit pas, Jean-Louis a sa part de responsabilité. Lors d'un barbecue, il prévient John Sculley, le CEO de l'époque, que Steve Jobs prépare un coup d'état pour prendre les rênes d'Apple. Du coup, John forcera Steve Jobs à démissionner et il mettra 12 ans à revenir. Il ne connaissait qu'Apple. Il avait été intoxiqué par l'adulation sur sa personne et de s'être retrouvé par terre. Ça a changé sa vision du monde. C'est d'ailleurs pendant cette période que Steve Jobs a lancé Pixar. Il est revenu chez Apple et là, il a fait un retournement industriel, commercial, financier comme il n'y a jamais eu dans l'industrie. Steve Jobs est l'un des fondateurs d'une des 5 boîtes qui dominent la vallée, qu'on appelle les GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui pèsent à elles seules 10 000 milliards de dollars. Un chiffre qui dépasse l'entendement. Mais qu'est-ce qui a transformé ces entreprises en empire? Pour bien comprendre la stratégie implacable des GAFAM, on est allé voir Richard Walker, notre géographe, qui connaît aussi très bien les entreprises de la tech. What happens when you start up a company? It gets eaten by the big companies. The big companies like Facebook and Google and Apple have grown not just by their internal innovation, but by eating the small. So the sharks eat the small fish and then they become whales. Then you end up with just a handful of whales. And it becomes very hard for anybody else to survive. Alors pour vérifier ce qu'a dit Richard, on a compté. Meta a racheté 100 startups. Amazon en a racheté 116. Google, 257 entreprises. Microsoft encore plus, 295. Quant à Apple, elle a seulement racheté 110 entreprises, moins connues du grand public. Mais il y en a une qu'on connaît tous, Siri. Series knows I'm talking about her. Et comme maintenant on connaît l'un des cofondateurs, Adam Scheyer, on lui a demandé de nous raconter le rachat de Siri de l'intérieur. We launched a first iPhone version, but we were working on versions of Siri both for Android and for BlackBerry. But 2 weeks after we launched, we get this phone call, unannounced, out of the blue, and it says, Apple, Cupertino. And we're like, swipe, swipe, swipe. And it's not picking up. Remember back then you would sometimes swipe and it wouldn't answer, and we're like, swipe, answer, answer, answer. Finally, it picks up and we hear, hey, it's Steve. What you doing? Want to come over to my house tomorrow? And we're like, Steve Jobs is calling us? We went over the next day. We spent 3 hours at his house. We talked about the future, about technology. And at the end, he said, I'd like to buy your company. And we said, thank you, we love Apple, we're flattered. Not interested, goodbye. And we left. Mais Steve Jobs était connu pour être têtu. Le meilleur exemple, c'est sa place de parking. Oui, et Luc nous y a amené. Quoi, l'Infinite Loop, c'est ici. Hein. On y arrive, on va se garer, je pense. L'Infinite Loop, c'est l'ancien bâtiment principal d'Apple. Le bureau était juste là.
Mais alors, c'est quoi cette histoire de Steve Jobs et de parking ? Il était connu pour effectivement se garer à l'endroit où il fallait pas se garer. C'est-à-dire sur une place handicapée. Ouais, parce qu'il était proche de l'entrée quand même. Voilà, c'était... Et pour ne pas payer d'amende, Steve Jobs a trouvé une faille juridique. Il changeait de voiture tous les 6 mois en gardant le même modèle, ce qui le dispensait, selon la loi de Californie, d'avoir une plaque d'immatriculation. Pas de plaque, pas d'amende. Plutôt déterminé le Steve. Donc quand il a voulu racheter Siri, He called us 30 days in a row. And at the end, he eventually convinced us that we could change the world more with Apple than without. Et c'est ça qui va convaincre presque n'importe quel entrepreneur de vendre. La garantie de toucher des millions de personnes et de rentrer dans l'histoire. Bon, il y a bien sûr autre chose. He raised the price too. And he raised the price too, yes. The price greatly increased. The price is confidential, The rumor is about 200 million. and the reality is like Pretty close, but I can't say that officially. Lorsqu'on la compare aux autres secteurs majeurs, comme le pétrole ou le pharmaceutique, la tech est de loin le milieu qui cumule le plus de rachats. Au cours de l'histoire, les 5 GAFAM ont par exemple racheté 4 fois plus que les géants du pétrole ou de l'alimentaire. Mais comme dans les autres industries, les géants de la tech n'ont pas pu échapper aux critiques. En 2014, un grand retournement a eu lieu. Et on a trouvé une personne qui l'a observé et raconté pendant des années. C'est Corinne Lehn. C'est difficile de pas se balader s'il fait beau. C'est difficile de dire non à ça, quoi. Correspondante pour le journal Le Monde depuis 2015, elle nous a donné rendez-vous dans son lieu préféré de la région, Land's End. Donc on va arriver là, on va voir le pont. Et c'est vrai que c'est pas mal. Quand je suis arrivée, c'était tout à fait le début du retournement en fait, du sentiment par rapport aux technologies. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été symbolisé par les Google Bus, une révolte contre les bus qui étaient des navettes en fait, de Google qui emmenaient les gens donc, travailler dans la Silicon Valley. Ouais, voilà les bus. On les appelait les iPods à l'époque, parce qu'ils étaient tout gris, tout design, tout fin là. Et donc c'est super classe, il y a 2 étages, il y a des gros sièges bien en cuir, bien mou là, et puis tu as surtout Wi-Fi. Sachant qu'encore une fois, les heures dans le bus comptaient comme heure de travail, parce qu'on pouvait travailler presque normalement. Ils prenaient beaucoup de place à San Francisco. À l'arrêt de bus, les gens étaient encombrés. Il y avait une sorte de jalousie aussi qui s'est installée. Et donc, il y a eu des révoltes, il y a eu des protestations, il y a eu des bus qui ont été empêchés de bloquer, empêchés de partir. À ce moment-là, San Francisco s'apercevait que ces jeunes qui étaient arrivés faisaient des fortunes, en fait, tout d'un coup, du jour au lendemain. Le jour où Twitter a fait son introduction en bourse, je crois que c'était vers 2013, il y a eu 1500 millionnaires de plus à San Francisco. Donc, c'est vrai que tous ces gens-là ont fait monter les prix. Ce techlash, comme le raconte Corinne, il a d'abord été local, dans la Bay Area, parce que les techies, les travailleurs de la tech, étaient perçus comme des privilégiés. Mais ensuite, cette défiance a pris une toute autre ampleur en mars 2018, avec l'affaire Cambridge Analytica, quand on a appris que la Russie avait manipulé les foules sur Facebook en 2016, l'année de l'élection de Donald Trump. C'était tellement grave que Mark Zuckerberg a été auditionné par le Congrès américain. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, I'm not sure what that means. L'une des personnes les plus emblématiques de la lutte contre les GAFAM, c'est elle, Meredith Whittaker. Elle ne déteste pas Zuckerberg, elle les déteste tous. Are you most afraid of Elon Musk or Zuckerberg? I could take any of them in a cage match. I'm not afraid. Meredith a travaillé des années chez Google, en tant que chercheuse en intelligence artificielle. Elle a organisé les Google Walkouts. The Google Walkout was, I believe, the largest labor action in tech history. We learned that Andy Rubin, who was the lead of the Android project at Google, and he was a known sexual creep, and we learned that the company had given him $90 million as a severance package when he left. 20,000 workers ended up walking out of work in protest and forcing Google to adopt some significant changes in remedying some of the inequalities that existed in their policy toward workers. Après ces événements, Meredith, elle n'a pas touché les millions, mais elle s'est faite placardiser, ce qui l'a poussée à démissionner. Aujourd'hui, elle est présidente de l'appli Signal, une appli de messagerie privée, sécurisée, qui collecte le minimum de données. Et elle a un avis plutôt tranché sur ses concurrents. Would you characterize Amazon, Meta and Google as surveillance companies? Yes. I would also characterize Microsoft as a surveillance company. Ah, pardon Meredith, on avait aussi oublié Microsoft. Monetizing personal data
whether it be by creating profiles of different demographics and selling advertisers access to those types of people, what you see on Facebook or Google search, remains the business model of technology. Bon, pour Meredith, c'est assez clair. Il faudrait vivre dans un monde sans GAFAM. Mais comment les contrôler? Le seul garde-fou que les États ont trouvé face à leurs dérives, c'est de leur faire payer des amendes. Alors on a sorti la calculette. Voilà le total des amendes écopées par les géants aux États-Unis et en Europe. Pour le commun des mortels, ces amendes peuvent paraître énormes. Mais les géants de la tech qui dégagent chaque année des centaines de milliards de revenus ont largement de quoi payer. Alors qu'est-ce qui pourrait concrètement menacer les GAFAM? Luc a sa petite idée. Et pour ça, pas de chance, il faut aller sur le campus de la boîte qu'il déteste le plus au monde, Facebook. Alors, nous allons à Meta. Et on va bien rigoler. Le secret, c'est pas un de ceux qui se trouvent à l'intérieur des bâtiments. Parce que rentrer dedans, ce serait vraiment impossible. Le secret, il est visible aux yeux de tous. Juste derrière le panneau à l'entrée du campus. Vous savez le fameux panneau Facebook 1 Hackerway. Ah non, pardon. Aujourd'hui, c'est Meta 1 Hackerway. Hackerway, c'est le nom de la rue. Et la rue en face, elle s'appelle modestement Meta. Et si Luc ne peut pas blairer Facebook, apparemment, c'est réciproque. I can't allow you guys to take photos even with the phone. Yes, I cannot go to see the sign. I'm sorry. That's very stupid, but that's fine. 3 voitures nous escortent hors du campus. Ah oui, il y a des voitures partout, hein, c'est ouf. Ouais, voilà, ils sont tous là. Salut les gars. On s'en va. Regardez Vigna. Alors du coup, on fait le tour, on réussit à échapper aux gardiens, et on arrive devant le panneau. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir derrière. Et là, on hallucine. On découvre le panneau d'une boîte complètement oubliée de la vallée, Sun Microsystems. Sun, c'était un géant de la vallée dans les années 90, que personne n'imaginait voir s'effondrer. Un des piliers de la Silicon Valley, hein, puisque c'était des ordinateurs, et ils ont créé Java. L'entreprise pesait des milliards de dollars et elle a disparu très rapidement. Et ça fait très peur à Mark Zuckerberg. La sélection naturelle dans la vallée. Alors quand il a racheté les locaux de Sun, pour marquer ses employés, et leur rappeler que ça peut arriver à tout moment, il a préféré garder le panneau en guise d'avertissement. Bonne ambiance. Je pense que Sun Microsystems, quand ils sont morts, et ils avaient aussi une trentaine d'années. Donc ça veut dire faites attention les gars. Parce que c'est pas parce qu'on devient gros et qu'on a des beaux campus, des gros campus comme ça, qu'on est sauvé quoi. On peut s'en coûter, devenir trop gros, et puis devenir une ancienne start-up et une nouvelle grosse boîte qui peut péricliter quoi. C'est possible, tout est possible. Le danger, ce serait donc d'être remplacé. Et tiens, il y a un nouvel Eldorado qui pourrait tout changer. Un Eldorado que Steve Jobs avait perçu avant tout le monde, en rachetant Siri. When Steve Jobs acquired Siri in April, he went shortly thereafter on stage at the All Things Digital Conference with Walt Mossberg, and Walt said, "Why did you buy Siri, that search company?" Well, I don't know if I would describe Siri as a search company. Okay, but this company's kind of in the search area. And No, Apple they're not hasn't- in the search area. They're in the AI area. Yeah. And no one knew what he meant. Steve saw the coming wave of AI. Dans cette vague, il y a d'ailleurs un nouveau géant, Nvidia. Ce fabricant de puces a réussi à dépasser la valorisation des 3000 milliards de dollars, ce qui le hisse au même niveau que Microsoft ou Apple. L'IA est déjà en train de tout changer. Mais monte dans une voiture sans chauffeur. Non mais sérieux, tu te dis, mais pourquoi on a eu des chauffeurs pendant aussi longtemps? Oh mon Dieu, on n'a pas de chauffeur.